Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e webinaire à Vélo 2 et bienvenue en particulier aux nouveaux lauréats à Vélo 2 du deuxième appel à projets qui ont été dévoilés le 20 septembre dernier à l'occasion du 4e anniversaire du plan vélo. Alors, ce webinaire, il sera consacré au stationnement vélo. Il est organisé en partenariat avec la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et pour ce webinaire, eh bien, je serai accompagné de Marie Joly, qui est chef de projet à Vélo 2 au CEREMA Territoire et Ville. Marie qui modérera le fil de discussion. Je serai aussi accompagné de Flavien Lopez pour les temps participatifs. Alors, Bon, moi, je vais devoir me oui, muter parce que... aujourd'hui, on va parler, merci de couper les micros. Aujourd'hui, on va parler du stationnement des vélos, qui est une composante Ah non, mais c'est pour ça essentielle que j'ai oublié de voir. du système vélo. Merci de couper les micros, s'il vous plaît. Donc, ce sujet du stationnement, c'est un sujet qui touche tous les lieux publics, les lieux privés. C'est un sujet qui est très transversal, avec une multitude d'acteurs impliqués. À noter qu'à Vélo 2 ne finance pas directement du stationnement sécurisé. Il y a d'autres sources de financement pour cela, qui vont d'ailleurs vous être présentées. Mais Avelo 2 finance des études de stationnement dans le cadre des schémas directeurs. Et puis, dans tous les cas, vous serez amené forcément à intervenir sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, on a prévu de fonctionner avec une alternance entre apport théorique et retour d'expérience autour de trois thématiques. La première, c'est la question des règles relatives au stationnement vélo dans les constructions et les pôles d'échange. Et donc, nous commencerons par écouter Johan Planche de la mission Vélo et Marche à la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de l'écologie. Ensuite, on aura une illustration avec un exemple de stationnement en intermodalité avec Marianne Daval du pôle d'équilibre territorial et rural de Célestat et Victoria Haas de la communauté de communes de la vallée de Villers. Nous enchaînerons ensuite avec le financement et une source de financement incontournable qui est le programme Alvéole, avec le tout nouveau programme Alvéole Plus apparaître, qui vous sera présenté par Max Blancard de la FUB. Max, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, car il nous avait présenté le programme Employeur Pro Vélo lors de notre dernier webinaire. Et puis, nous enchaînerons avec le témoignage d'un bénéficiaire du programme Alvéole, avec Dominique Collin de la ville de Kindersheim, qui viendra expliquer comment le programme Alvéole Plus a permis d'équiper son territoire en stationnement vélo plus rapidement et plus efficacement. Et puis, nous terminerons avec la question du stationnement vélo sur l'espace public, et plus particulièrement sur la voirie, avec un petit rappel de Flavien sur les fondamentaux du stationnement sur voirie, avant notre dernier retour d'expérience en la personne de Guillaume Pillard, qui viendra nous expliquer comment la ville de Lons-le-Saunier organise la suppression du stationnement motorisé 5 mètres en amont des passages piétons, une mesure obligatoire, et en profite pour les transformer en stationnement vélo quand c'est pertinent. Et puis, avant de conclure, nous ferons un point data avec Fabien Como de Vélo et Territoire qui viendra nous dire un mot sur le nouveau standard de données sur le stationnement. Alors voilà pour le programme que je vais vous retransmettre tout de suite dans le fil de discussion, dans le chat. Et je donne tout de suite la parole à Flavien pour notre petit quiz de chauffe en prélude à la présentation de Johan sur la réglementation. Voilà, Flavien, c'est à toi. Bonjour Thomas, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Eh bien, comme on essaie d'être dans des formats assez interactifs, ce qu'on vous propose, et on le fera 3 fois durant ce webinaire, c'est un petit quiz dont je viens de vous envoyer le lien dans le chat. Il comporte 2 questions et il permettra d'introduire la partie qui parlera du stationnement vélo dans les constructions et pôles d'échange, animée par Johan. Voilà, donc merci d'aller dans le dialogue en ligne en bas de l'écran, de cliquer sur le lien qui vous permettra d'accéder à ce quiz qui comporte 2 questions. On vous laisse quelques minutes, on procède à la correction et puis ensuite on partira avec Johan pour parler de ces sujets.
Vous êtes près de 60 à être entré dans le quiz, donc c'est une bonne nouvelle, c'est que le lien fonctionne. On va prendre quelques petites secondes encore pour vous laisser terminer la seconde question. Et puis, on procédera à la correction ensemble. Allez, vous êtes donc 63 à avoir renseigné le quiz. Il y en a certains qui n'ont pas encore terminé, donc je laisse quelques petites questions. Mais on a un bon taux de participation en tout cas. Bien, vous avez presque tous terminé. Peut-être quelques ultimes secondes pour faire vos choix sur la deuxième question pour les quelques-uns qui se sont connectés un petit peu en retard. Moi, je vais commencer quand même la correction parce qu'on a quand même un programme chargé. Donc la première question, eh bien, elle portait sur la notion de stationnement vélo sécurisé. Et la question, c'était de savoir si, au sens de la réglementation qui vous sera présentée par la suite, eh bien, le stationnement vélo sécurisé est nécessairement situé dans un lieu couvert et éclairé. Et la réponse est oui, au sens du Code des transports, lorsqu'on va parler de stationnement sécurisé, notamment dans les pôles d'échange, eh bien, ces lieux sont nécessairement couverts et éclairés. C'était la première question. Et la seconde question, c'est de savoir, au-delà de ces questions d'éclairage, quels sont les critères qui permettent de dire si on a effectivement un stationnement sécurisé au sens du Code des transports. Et vous aurez compris que pour cela, il faudra avoir un vélo attaché par le cadre et au moins une roue. Ça, c'est un premier critère. Donc, il y a un besoin de sécurisation par rapport à l'attache du vélo. Et le second critère, eh bien, c'est sur le fait que le local soit fermé ou surveillé. Voilà, il y a une ouverture sur ce critère-là. Et du coup, je ne parle pas plus longtemps. Je vais céder la parole très rapidement à Johan. Je pense que Thomas aura aussi quelques informations à vous donner et par la suite, ce sera Johan qui vous parlera de stationnement vélo dans les constructions et pôles d'échange. Alors, Johan et Flavien, si vous en êtes d'accord, je vous propose on a la chance d'avoir Pierre Brunet de l'ADEME qui est ici et qui voulait nous dire un petit mot d'accompagnement et d'introduction. Pierre, si tu es là. Ok, Pierre ne semble pas présent. Dans ce cas, on poursuit donc avec Johan et stationnement vélo, la réglementation et les recommandations dans les bâtiments et les pôles d'échange. À moi donc, merci. Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit point sur du coup les réglementations en matière de stationnement vélo. Comme Thomas l'a présenté en introduction, je suis donc à la mission vélo et marche au ministère, on est 3. On coordonne la politique nationale en matière de vélo et marche aussi. Voilà. Donc ça veut dire on suit, on vérifie l'adéquation de la réglementation avec les besoins et on s'assure aussi de la disponibilité des dispositifs de financement pour des collectivités comme les vôtres. Rentrons dans le vif du sujet. La Première ministre, à l'occasion du 4e anniversaire du plan vélo, le 20 septembre, a réaffirmé, déjà a lancé un nouveau plan vélo pour les 5 prochaines années et a réaffirmé l'importance du stationnement vélo. Donc ça nous concerne aujourd'hui.
notamment en mobilisant une enveloppe de 50 millions d'euros de crédit État. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les précisions n'ont pas été dévoilées. Ça se précisera par la suite. C'est quelque chose qui est indépendant là, de Avelo 2, hein, qui est indépendant des dispositifs qui sont déjà en place. C'est des crédits à venir. Puisqu'on a identifié depuis un certain temps que le vol de vélo avec les infrastructures, avec la sécurisation des infrastructures, les aménagements cyclables, c'est un des freins majeurs au développement du vélo. Donc, on a besoin de stationnement dans les constructions, on a besoin de stationnement dans les pôles d'échange multimodaux, sur l'espace public, bref, sur tous les lieux de vie. Si on ne peut pas garer son vélo, c'est difficile d'en faire. Vous avez des liens cliquables. Lorsqu'on vous diffusera le PowerPoint, vous pourrez accéder aux liens. Là, c'est le dossier de presse du plan vélo. Et je vous mettrai aussi dans le chat les quelques liens si vous voulez après ma présentation. Premièrement, dans les constructions, la réglementation a évolué cet été puisque fin juin, il y a un décret et un arrêté qui sont parus et qui affectent du coup les places à construire, à mettre en œuvre dans les constructions, tout type, c'est-à-dire habitation industrielle, tertiaire, services publics, ensembles commerciaux, cinéma, comme vous le voyez dans le tableau. On a un nombre d'équipements qui dépend de la destination du bâtiment. La nouveauté, c'est ce qui est en jaune. En gros, avant juin, toute construction neuve devait intégrer des stationnements. Maintenant, même sur l'existant, les bâtiments tertiaires, je l'ai mis en gras par exemple parce que c'est la mesure peut-être la mesure majeure, on va dire, de ce décret, c'est que les bâtiments existants qui ont un parking auto de plus de 10 places doivent mettre en œuvre du stationnement. Voilà. Du stationnement vélo à hauteur de 10% des effectifs des salariés ou visiteurs qui viennent sur site. Il y a d'autres évolutions comme l'obligation de prévoir du stationnement dès lors qu'on vient travailler sur le parking automobile. Vous voyez à peu près les ordres de grandeur, hein, 10% des effectifs lors de ces travaux. Dans le neuf, c'est 15%. Je ne vais pas tout détailler, ça prendrait beaucoup de temps. Vous pouvez poser des questions ou sinon aller feuilleter le guide qu'on a mis à jour très récemment, qui est en haut à droite, le guide stationnement vélo dans les constructions. Là aussi, j'ai un lien cliquable. Et je vous ai donné les références du code de la construction et de l'habitation, qui est qui est le code de référence pour toutes les obligations qui s'appliquent sur les bâtiments. Il y a des questions qui se posent pour vous, collectivités, sur l'articulation entre les exigences nationales, celles du code de la construction et de l'habitation, et des exigences locales, PLU, plan de mobilité, permis de construire. Il faut savoir que le règlement du PLU peut prévoir des obligations en matière de stationnement automobile, et dans ce cas-là, il doit en fixer aussi pour les vélos. Voilà, je vous ai donné la référence du code. Le PLU, dans ces prescriptions-là, il doit être compatible avec le document SUPRA, qui est le plan de mobilité, lorsqu'il existe. Il n'y a pas toujours un plan de mobilité, c'est surtout sur les grandes agglos, généralement. Le permis de construire, qui est le document le plus local, on va dire, le plus opérationnel, il peut réduire l'obligation de stationnement voiture qui est imposée par ces documents SUPRA, PLU, plan de mobilité, à raison d'une place en contrepartie de l'aménagement de 6 places vélo. Autrement dit, on peut, lorsque il est obligé le PLU impose de faire du stationnement auto, on peut en enlever une et mettre à la place 6 places vélo. Donc, c'est des petites évolutions un peu dans tous ces codes qui renforcent la place du vélo afin que les aménageurs intègrent ce besoin qui est grandissant sur tous les territoires. J'ai rajouté une petite phrase, code de la construction et l'habitation, PLU, plan de mobilité, qui doit-on suivre? Je dirais tout simplement, c'est la norme la plus contraignante qui va s'appliquer. De la superposition de la lecture de ces textes. Qu'elles sont toutes applicables, en fait, sur un territoire donné. J'ai parlé de construction dans les bâtiments. J'espère que j'ai pas été trop vite, mais j'essaye de rester synthétique, parce qu'on pourrait aller loin dans les détails. C'est pas forcément le but, là. Mais vous aurez toutes les références pour creuser le sujet. Dans les pôles d'échange, c'est aussi très important car le trajet combiné vélo, transport collectif, donc train ou autocar,
c'est le concurrent crédible à la voiture sur la moyenne distance. Il faut savoir que 50% des voyageurs du train quotidiennement habitent à moins de 5 km de la gare. Donc, il y a un vrai potentiel de développer ce transport qui, à l'heure actuelle, représente peut-être que 1% de part modale. D'ailleurs, je vous renverrai volontiers vers les études de l'ADEME là-dessus qui ont justement caractérisé ce potentiel d'intermodalité. Au travers de la loi d'orientation des mobilités, nous avons rédigé un décret qui, pour les 1000 plus grandes gares, SNCF, RATP, à l'échelle nationale, sur 3000 gares, il y a 1000 gares au total, donc les 1000 premières gares, il y a un décret qui définit le nombre de places à implanter, minimum, un nombre de places minimum. Ceci aura pour effet de faire passer le nombre de stationnements en gare de 45 000 à 90 000 places d'ici 2024, donc un doublement. C'est déjà une étape importante. Après, les besoins sont, à terme, sont estimés peut-être de l'ordre plutôt de 200 000, d'après des études de l'ADEME, des estimations de la FUB. Mais c'est un premier pas qui, s'il est accompli d'ici 2024, apportera un vrai plus sur le plan de l'intermodalité. Pour que ce puisse être accompli, nous avons accompagné l'État, nous accompagnons la SNCF et les collectivités maîtres d'ouvrage de ces stationnements au travers d'une enveloppe de 50 millions d'euros. Voilà, on a cette année là, ça doit être quasiment bouclé. On a conventionné avec SNCF et avec des collectivités pour 50 millions d'euros de stationnement. Donc, si on considère qu'une place vaut à peu près 2 000 euros, on est sur une. Alors, il ne faut pas que je me perde dans les chiffres. 50 millions divisé par 2000, ça fait 100 000 places à peu près qui sont financées par l'État. Et au-delà de ça, là je parle des 1000 plus grandes gares, mais la loi d'orientation de mobilité parle bien évoque le fait qu'une réflexion doit être menée à l'échelle de tous les pôles d'échange, non seulement les grandes gares. Donc ça concerne les parcs relais, les gares routières, si j'élargis un peu, les aires de covoiturage, dès lors qu'on peut accéder à d'autres modes de transport. Voilà. Là aussi, pour vous aider, on a constitué un petit guide l'année dernière sur, voilà, lorsqu'on se met dans la peau d'une collectivité, par où doit-on engager la réflexion sur le stationnement vélo en gare. Pour nous, il y avait 6 points clés, c'est-à-dire, je les cite brièvement, s'il vous parle, c'est de mobiliser sur un territoire donné tous les acteurs concernés, puisque la compétence voirie et les diverses compétences sur le territoire sont réparties entre les acteurs, les usagers, les associations. Penser à la diversité des types de vélos, faire du stationnement qui se voit. Un stationnement vélo caché à l'arrière de la gare ne servira pas à grand-chose. Des règles d'accès et de tarification intuitives qui dissuadent pas les usagers. Un plan de communication. La communication est souvent la clé pour inciter des usagers à aller vers un service de mobilité. Et bien sûr, l'entretien de l'aménagement, sa gestion sur le terme. L'investissement ne suffit pas, l'inauguration ne suffit pas. Il faut faire vivre après tout service et notamment les stationnements vélos. J'en ai fini pour ma partie. Je laisse la main au suivant. Merci beaucoup, Johan, pour ta présentation synthétique. Je me tourne maintenant vers Marie. Est-ce qu'il y a des questions, des liens, des communications utiles ou des remontées du chat que tu souhaiterais partager? Il y a plusieurs remontées, effectivement, Thomas. Tu as partagé plusieurs guides qui peuvent être utiles. Vous avez le guide de stationnement dans les constructions, donc avec le lien directement, et ainsi que toute l'explication des 6 points que vient de présenter Johan. Donc pareil, vous pouvez retrouver le lien directement. Je mentionne également Pierre Brunet qui a dû partir de l'ADEME, qui a également partagé les cahiers services vélo que l'ADEME avait fait sur le stationnement et qui vous permettent d'aller plus loin sur le dimensionnement et sur certaines données d'usagers au niveau du stationnement. Une question également qui a ce rapport que je faisais référence. Exactement, voilà. Et une question qui a été posée, c'est alors les 50 millions que mentionne Johan sont bien distincts du programme Alvéole Plus. C'est bien 2 programmes qui ne sont pas du tout qui ne sont pas du tout le même objectif. Voilà, c'est tout pour l'instant.
Les objectifs pourront se croiser peut-être dans le futur, mais pour l'instant, c'est bien une somme en plus qui n'est pas affectée à un programme, ni alvéole, ni autre chose. C'est une somme qui reste à mobiliser. Merci beaucoup, Johan. Et merci, Marie. Ben, je vous propose de passer tout de suite à notre premier retour d'expérience, hein, qu'on va passer en compagnie de Marianne Daval, donc, du PETR de Célestat, et de Victoria Haas, donc, qui est chargée de mission mobilité de la communauté de communes de Vallée de Villers. Marianne et Victoria, c'est à vous. Bonjour. Bonjour, je partage la présentation. Alors, bonjour à toutes et tous, je suis Marianne Daval, chargée de mission mobilité au PETR Célestat Alsace Centrale. On va justement aborder le stationnement vélo en intermodalité, mais plutôt avec les arrêts de bus aujourd'hui, plutôt que les gares, en prenant l'exemple qu'a développé la Vallée de Villers de mettre en place des vélobox. Juste pour recontextualiser un petit peu et comprendre notre territoire et là où on a mis en premier les stationnements vélo en intermodalité. Donc le PETR, c'est la centrale, c'est 4 communautés communes, 52 communes, 77 000 habitants. Et comme vous le voyez sur la topographie, elle est plutôt très variée sur le territoire. Le PETR n'est aujourd'hui pas encore compétent sur le volet mobilité, mais il a pour autant une politique très volontariste avec le portage de différentes études que j'ai rassemblées ici, mais dont la plus importante aujourd'hui, c'est le schéma directeur cyclable qui a été financé par Avelo et des actions sur la sensibilisation et la communication. Les projets qui ont été portés en tant que lauréat Avelo, donc il y en a 3 principaux: le schéma directeur cyclable, l'étude de conception de vélostation dans la centrale et l'expérimentation d'un calculateur d'itinéraire cyclable avec GeoVélo. Alors qu'il y en a un des deux. Là, je reviens juste sur le schéma directeur cyclable qui, du coup, nous a préconisé du stationnement au pôle intermodaux. Comme vous voyez sur la carte sur la droite, avec le schéma directeur nous a permis d'identifier et de prioriser les lieux où mettre ce stationnement, avec des nœuds d'intermodalité de niveau 1 qui sont plutôt situés à Célestat. C'est super mineur, que j'ai quand même installé du coup. Alors, je suis désolée, il y a quelqu'un qui parle en même temps, du coup. Et donc, des nœuds d'intermodalité de niveau 2 que vous pouvez voir sur le nord-ouest de la carte, donc c'est qui concerne la vallée de Villers, et c'est ce dont Victoria va vous parler. Sachant que sur le territoire, voilà, on essaie en tout cas, ce schéma directeur vélo nous a vraiment aidé à prioriser, comme ça a été le cas pour les pistes cyclables, les nœuds d'intermodalité. Et on a déjà évidemment du stationnement vélo, mais pas sécurisé sur le territoire. Mais là, voilà, on voulait vraiment faire le focus sur le stationnement sécurisé qui intéresse de plus en plus les habitants. Je te laisse la main, Victoria. On ne t'entend pas. Victoria, on ne t'entend pas. On ne t'entend toujours pas, Victoria. Là, tu viens de recouper ton micro. Peut-être c'est la source qu'il faut changer. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Ok, top. Bon, désolé, je recommence. Du coup, donc, As Victoria, donc, chargée de la mobilité et circulation douce au sein de la communauté de communes de la Vallée de Villers. Donc, j'ai pris de court le dossier en fait des vélobox, donc tout ce qui est mobilité. C'est ma collègue qui s'était chargée de toute l'installation, mais bon, j'ai pris les connaissances. J'ai installé depuis 2021 en fait. Donc, on avait installé 3 abris sécurisés pour les vélos. De façon à ce que ce soit en fait sur la ligne la ligne de bus qui traverse la vallée du Lys, donc la ligne 510. Donc on compte 12 vélobox identiques donc dans 3 localités, donc à Trimbarouval, au centre-ville de Villers, donc le bourg-centre de la communauté de communes de la vallée de Villers, et un près de la zone de loisirs. Donc là on a vraiment un but de faire un pôle multimodal en fait dans cette région-là.
Du coup, les vélobox, en fait, ça a un intérêt dans le sens où dans la vallée de Villers, c'est vraiment une vallée où c'est un peu montagneux, donc on va plus utiliser, bon, c'est un argument, mais on va plus utiliser le vélo à assistance électrique mécanique et l'aspect de la sécurité était beaucoup mis en avant, en fait, beaucoup demandé. Du coup, on a mis en place ces vélobox et pour réduire le risque de vol, en fait. Et on a beaucoup de bons retours. Donc, on les a installés début 2021. Il y avait le Covid, c'était pas forcément le bon moment, mais ça a vite. En fait, il a suffi du printemps 2021 pour que ça fonctionne bien. Donc, on a 2 vélobox qui sont tout le temps complets. En fait, on a des listes d'attente dessus. Le troisième, un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a d'autres en fait, modes de stationnement de vélo à ce niveau-là qui fonctionnent aussi très bien. Ce qui se passe par contre, le seul bémol maintenant, ce que je pourrais dire par rapport au vélobox sécurisé, donc c'est ça en fait, on les voit un peu mieux ici, c'est le point de vigilance à avoir, c'est sur les températures. Nous en Alsace, on n'a pas trop le souci. Mais c'est vrai qu'au-delà de 35 degrés extérieur, dans le vélobox, si c'est des vélos à assistance électrique, en fait, pensez à enlever la batterie parce qu'il va faire bien 45-50 degrés dans le vélobox. Et je sais qu'il y a des garanties en fait, sur les batteries. Et c'était le seul bémol qu'on a eu pendant 2 jours de canicule en Alsace. Mais du coup, c'était le seul problème qu'on a rencontré. Pour la location de ces vélobox, donc c'est la communauté de communes qui s'en occupe. Donc c'est gratuit. Donc il faut juste présenter un justificatif donné au domicile, une copie d'identité, signer le règlement et puis voilà, donc la personne vient récupérer une clé, donc c'est aussi l'occasion d'échanger avec la personne, donc on ne fonctionne pas avec une serrure numérique, c'est vraiment une serrure classique, donc c'est pas très pratique dans le sens où il faudra toujours passer vers la communauté de communes pour réserver le vélobox. Ça peut freiner certaines personnes, mais on est une petite communauté, enfin on est une petite vallée, donc ça, enfin, pour l'instant, on n'a eu aucun retour négatif et au contraire, en fait, ça permet le contact. Nous, on peut à l'échelle où on est. Du coup, on peut également effectuer un état des lieux à ce moment-là. Pour les vélobox les plus proches. Sinon, c'est moi qui suis chargée des vélobox qui effectue un état des lieux, donc régulièrement pour voir, suite aux réservations, si tout s'est bien passé. Mais on n'a jamais eu de soucis, jamais de problème. Au niveau des serrures, même si c'est à clé et c'est 100% gratuit, on n'a pas eu de problème d'utilisation, de vol, quoi que ce soit, une serrure bloquée. Voilà, donc pas de déception par rapport à ça du tout. Ensuite, par rapport au financement, donc le vélobox a été financé, donc il y a eu un autofinancement, ça a été financé également par la DECIL et par le programme Alvéole, en fait, le premier Alvéole en fait qu'il y a eu. Donc est-ce que je dis les coûts ou est-ce que je passe la main? Tu peux tout à fait dire les coûts, Victoria, ça peut être D'accord. intéressant. Donc, au total, en fait, on avait pour les 12 vélobox en fait, installés aux différents endroits, on avait pour 26 148 €. Donc, il y a eu 20% de subvention de l'État, donc de la DECIL, la dotation de soutien à l'investissement local, donc de 5 230 €. 60% du fonds privé, donc du C2E, programme Alvéole, de 15 689 €. Et l'autofinancement qui nous est revenu à 5 229 €. Donc, et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que nous, on avait opté pour un box de la marque Altinova et c'est le modèle Ataru Cocoon que vous voyez sur les photos. Du coup. Merci beaucoup, Victoria. Merci beaucoup à Marianne également. Est-ce qu'il y a des questions, même des interventions qui nous viennent du fil de discussion? Il y a pas mal de questions, mais qui sont à destination de Victoria et Marianne. Bénédicte Rosel qui demande s'il y a une vérification de l'utilisation effective. Oui, alors on a sur les premières réservations, on a déjà eu le cas. En fait, on a dû vérifier parce que, enfin, on vérifie, on fait des vérifications un peu à l'improviste parfois pour vérifier si c'est bien une utilisation pour le vélo qui a eu lieu, qu'il n'y ait pas d'objet de stocké dedans, en fait. Et on n'a jamais eu, en fait, on fait
des visites inopinées du box et on n'a jamais eu de soucis jusqu'à présent. Je touche du bois, mais jusqu'à présent, non, pas de problème. D'accord. Et encore des questions assez précises sur la location. Est-ce qu'elle est limitée dans le temps? Sur quelle durée elle se fait? Oui, je suis désolée, j'ai pas été très précise dans mes explications. C'est pour ça qu'il y a les questions. Voilà, très bien. Non, mais je préfère en plus. Donc, oui, alors c'est au minimum 1 mois et renouvelable. Alors, soit 1 mois ou 3 mois, donc renouvelable. Après, quand on a. Donc, oui, à chaque fois, la personne est obligée de revenir. Alors, soit on l'appelle une semaine avant pour savoir si elle veut renouveler jusqu'aux 3 mois, soit en fait, à la fin des 3 mois, elle est obligée de revenir. On refait un état des lieux si vraiment besoin. En fait, comme ça, c'est aussi l'occasion pour nous de voir comment tout se passe bien. Et en fait, refaire le dossier avec les bonnes dates. Donc, quand il n'y a pas forte influence en hiver, ça va, mais c'est vrai que des fois, on a des personnes en attente. Donc, malheureusement, on n'en a que 12 ou déjà 12, c'est déjà très bien. Mais en fait, on est obligé de dire à des personnes de trouver un autre moyen. Si vraiment, en fait, on a comment dire ça, on a séparé ça en loisirs et travail. Donc, il y a des moments, en fait, on va préférer prendre quelqu'un qui en a besoin pour le professionnel que pour les loisirs, en fait. On va choisir comme ça aussi. C'est un peu lésé certaines personnes, mais voilà, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur surtout un vélo box, en fait, localisé sur Villers. D'accord. Ce qui répond à d'autres questions d'ailleurs, puisque on nous demandait s'il y avait 12 ou 3 box, donc il y en a bien 12. Si vous arriviez à suivre la demande des usagers, donc du coup, effectivement, il y a l'air d'avoir une demande plus importante que la capacité de stationnement. Et est-ce qu'il y a des endroits où les box ne sont pas du tout utilisés? Alors, nous, on voit vraiment une différence. Donc, on en a deux. En fait, on en a 3 box, donc qui comprend en fait par box 4, box alvéole. Je ne sais pas si je suis claire, mais on le voyait sur les photos. Du coup, en fait, on en a 2 qui fonctionnent super bien, donc 8 qui fonctionnent super bien. Le troisième, un peu moins, en fait, il est juste devant. Donc, c'est celui qu'on voit en haut de la photo du haut, avec l'arrêt de bus rouge à côté. Et en fait, celui-ci fonctionne un peu moins parce qu'il est vraiment à un endroit. En fait, il y a une entreprise juste à côté. Et cet arrêt de bus sert beaucoup aux personnes qui sont dans l'entreprise. Et c'est vrai que l'entreprise propose déjà un accès au vélo et avec un stationnement sécurisé. Et c'est au niveau d'un rond-point. Donc, il est loué. Il y a des personnes qui l'ont loué, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de réservations qu'en centre-bourg et près de la zone de loisirs. Il y a vraiment des personnes mais même pour le bus, en fait, il y a plus de personnes qui prennent le bus au centre-bourg et à la zone de loisirs qu'à ce niveau-là. D'accord. Ce qui rejoint une autre question, mais tu en as déjà parlé sur l'autofinancement, que vous aviez eu un financement du coup d'Alvéole, du premier programme Alvéole. Donc pas entièrement d'autofinancement, non? Non, pas entièrement d'autofinancement. Donc 20% d'autofinancement, donc 5 229 €, comme je le disais tout à l'heure. Et 60% de financement en fait, du fonds privé, donc de l'État C2E, en fait, du programme d'Alvéole, donc qui équivalait à 15 689 €. Donc vraiment pas négligeable en fait. Et ensuite la subvention de l'État, donc la décile de 5 230 €. Donc 20% également. 20%, 20% et 60% le programme Alvéole. Merci. Et une question juste pour confirmer, parce que la question revient et j'ai un doute, combien de places il y a par box? 4, c'est ça? Oui, c'est ça, 4 places par box. Il y a toujours un stationnement individuel, lui, avec le rail au milieu pour bien guider le vélo, donc il n'y a pas eu de souci de chute ou quoi que ce soit. Et oui, 4 par box. Est-ce que les box à proximité des arrêts de bus fonctionnent? Donc tu nous as montré l'arrêt de bus qui était effectivement près de l'entreprise avec d'autres problématiques. Les autres sont situés près d'un arrêt de bus? Oui. Celui du bourg-centre de Villers fonctionne uniquement grâce au bus. L'autre, c'est grâce à la zone de loisirs, mais en fait, on a un pôle multimodal à ce niveau-là. En fait, on a déjà une voiture en autopartage, on a le vélo box. Du coup, ça incite les personnes à venir à ce niveau-là. En fait, ils vont venir jusqu'en vélo, jusqu'au vélo box. Ils vont stationner leur vélo, ils vont prendre soit le bus, soit la voiture autopartage. Et du coup, c'est lié et ça fonctionne bien. C'est unique. Enfin, ouais, grâce à la zone de loisirs, mais au centre-bourg, en fait, c'est vraiment prouvé que c'est grâce au bus, en fait, que juste à côté de l'arrêt de bus, que ça fonctionne le mieux. D'accord. Plein de questions, hein. Est-ce que les box sont adaptés pour des vélos cargo, c'est-à-dire des vélos plus larges?
Est-ce que des vélos spéciaux peuvent rentrer du coup dans les box? Alors, tout dépend de la largeur, mais c'est vrai que celle-ci, on n'a pas encore eu la question. Alors, pour être maintenant tout à fait transparente, on n'a pas encore testé. Normalement, ça devrait être faisable grâce à la largeur, mais j'ai un doute sur la longueur, donc je préfère me renseigner, mais c'est vrai que là, j'ai pas la réponse directement. Enfin, on n'a pas essayé, donc je préfère pas dire que oui, totalement oui, alors que c'est pas le modèle là. Je préfère pas m'avancer dessus. D'accord. Oui, et puis c'est des informations que vous pouvez avoir auprès des différents fournisseurs en général. Une autre question, c'est est-ce que si c'était à refaire, vous iriez vers une gestion plus ajourée, notamment aération par forte chaleur et moins de contrôle nécessaire de bonne utilisation, ou vous êtes... Alors, nous, ça va, c'est gérable parce que on est une petite vallée. Donc, c'est vrai qu'on arrive à gérer le flux des utilisateurs. Mais c'est vrai que là, avec les fortes chaleurs qu'on a eues cet été, on a contacté en fait la société, une société qui qui vend des vélos pour être sûr que ça craint pas trop dans les box. Et c'est vrai qu'on se dit, à notre échelle, c'est gérable. La batterie peut être enlevée et puis les personnes sont très compréhensibles, mais c'est vrai que sur, sur plus une grande ville, les personnes peuvent être vite embêtées en fait d'emmener leur batterie. Donc c'est vrai que sur la ventilation, il y aurait quelque chose à faire, mais nous, ça nous affecte pas trop, donc c'est vrai qu'on changerait pas trop. Même, en fait, on s'est posé la question sur la serrure à clé, si ça allait pas être vraiment un frein pour les personnes. Et on voit bien que non. En fait, on avait pour projet aussi de mettre des serrures numériques, mais c'était un budget assez conséquent et au final, on s'en sort très bien justement avec les clés. D'accord. Et tu ne l'as pas mentionné, mais il n'y a pas de bonne borne de recharge. Si, Si? pardon. Enfin, non, dans ceux-là, non, pardon. Oui. En fait, on avait pour vocation de le mettre, pardon, mais je pensais borne de recharge vu qu'on en a aussi une pour les voitures, mais non. Donc, sur notre pôle multimodal, mais non, celle-ci, on ne peut pas recharger les vélos dedans. Mais j'avais vu de nouveaux programmes Alvéole, en fait, pour me renseigner sur de nouveau, et j'ai vu qu'il y en a certains qui le proposaient, et ça avait l'air très intéressant. D'accord, Max Blancard pourra nous détailler ça. Et une dernière question qui en rejoint deux. Il y a une question sur si l'implantation a-t-elle été contrainte par des périmètres de monuments historiques et plus généralement, comment est décidée la mise à disposition des box entre les différentes communes? Et est-ce que vous avez un cahier des charges pour l'implantation à destination des communes? Ouais, pardon, je venais de désactiver les code. Alors, pour rien vous cacher, c'était ma collègue qui s'en était occupée beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai pas totalement les informations là-dessus. Après, il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. C'est vrai que c'est pas au sein. Alors, dans le centre-bourg, c'est vraiment dans le centre-bourg. Donc, monument historique, si proche il y a, oui, mais ça n'a pas posé problème. Après, je préfère pas m'avancer, c'est ma collègue qui s'en était chargée. Et les deux autres, en fait, sont dans des zones où il n'y a pas de monument historique proche. Donc celui qui est en haut avec l'arrêt de bus rouge au-dessus, c'est celui-ci à côté d'un rond-point. En fait, c'était vraiment choisi à côté de l'arrêt de bus. Et le second à la zone de loisirs, donc ça ne gênait pas du tout. Et c'est sur un parking, en fait, bus de base. Donc sur le parking de la zone de loisirs, donc ça ne posait pas problème en fait. D'accord. Je vois Max Blancard qui réagit. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions pour la partie questions. Je laisse Thomas reprendre la main. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Marianne et Victoria pour toutes ces réponses très précises aux questions du chat qui peuvent continuer. J'espère peut-être que Victoria et Marianne pourront continuer à répondre par écrit à vos nombreuses interrogations sur cette question-là. Et avant de donner la parole à Max Blancard sur le programme Alvéole Plus, qui sera bientôt lancé par la Fédération des usagers de la bicyclette, je vous propose une petite introduction pour tester vos connaissances sur ce programme par Flavien. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Je viens de vous mettre dans le dialogue en ligne un lien vers un second quiz qui sera assez court lui aussi et qui permettra de vous mettre l'eau à la bouche avant de prendre connaissance des futurs dispositifs de financement de stationnement vélo avec Max de la FUB. Voilà, le lien est dans le dialogue en ligne
Il y a près de 50 participants qui se sont déjà connectés. N'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, il vous reste quelques petites dizaines de secondes avant d'écouter les réponses aux questions qui portent sur ce dispositif de financement Alvéole+, qui est sur le point d'être lancé. Je surveille vos taux de remplissage du quiz pour savoir quel est le bon moment pour restituer, mais je pense qu'on est très proche de ce moment. Allez, je vous propose de corriger, comme ça après on pourra donner la parole à Max, qui a plein de choses intéressantes à vous montrer. Et du coup, si on procède à la correction de ce quiz ensemble, la première question, c'était le nombre de bénéficiaires prévus pour le programme Alvéole+, dans le délai qui est fixé à fin 2024 pour l'instant. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir 2900 bénéficiaires de ce programme. Un objectif ambitieux, donc. Et ces bénéficiaires, ils peuvent être très larges, puisqu'en fait, toutes les cibles qui avaient été proposées dans le quiz eh bien, sont éligibles ou seront éligibles au programme. Donc, qu'il s'agisse de stationnement sur espace et sites publics, dans les écoles et établissements d'enseignement, dans les copropriétés privées, dans les gares et pôles d'intermodalité, dans l'habitat social et dans les espaces pour les livreurs à vélo. Mais je n'en dis pas plus, c'est Max qui va prendre la parole pour vous présenter tout ça. Merci Flavien, j'espère que vous m'entendez, peut-être même me voyez-vous. En tout cas, j'ai débloqué la vidéo et j'ai débloqué le micro. Merci de me confirmer. C'est bon Max, on t'entend et on te bon. voit. Magnifique. Alors, merci Flavien pour cette présentation, ce préambule. Merci à Thomas de m'avoir invité. Je vais partager mon écran tout de suite en espérant que cela fonctionne bien. Toc. Voilà, normalement, nous devrions être très bientôt en plein écran. Voilà, donc est-ce que ça fonctionne également? C'est parfait, Max. Tu peux commencer. Parfait. Merci à vous, merci d'être présent. Donc, je suis venu vous parler d'Alvéole+, la troisième mouture d'Alvéole. Alvéole qui a développé 17 000 places de stationnement dans sa version 2. Alors, je sais que vous l'attendez tous. Je ne vais pas dire comme le Messie parce qu'il faut rester sobre, mais pour avoir été présent sur le salon H-Expo et également sur Vélo et Territoire, vous êtes nombreux à être passés sur notre stand à chaque fois pour nous le réclamer. Donc, l'info que j'ai, moi, pour l'instant, c'est 10 novembre, ouverture du site. D'ores et déjà, il y a un site de présentation. Mais dès le 10 novembre, notre plateforme, qui est mine de rien assez complexe, sera disponible. Donc, je vous présente Alvéole+ et peut-être donc, du coup, les nouveautés par rapport à la mouture précédente, puisque ce programme a la chance d'être déjà connu. Alors, le programme Alvéole+, ce sera d'abord et toujours des places de stationnement. Donc, nous disposons d'un financement C2E pour financer 100 000 places de stationnement sécurisé afin de lutter contre le vol de vélo jusque fin décembre 2024, donc pendant 2 bonnes années. Donc, je vous expliquais que le programme précédent avait permis de créer 17 000 places, donc là, vous voyez, il y a de quoi faire. Les plus du programme Alvéole+, c'est un module, dirais-je, de conseil et d'accompagnement qui peut être proposé à ceux qui ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus dans leur projet. On verra le cadre de cet accompagnement un petit peu après.
mais on pourra proposer cet accompagnement pour un projet que vous auriez à mener. Et pour la suite, on espère que cet exemple-là vous servira, que vous saurez les mener en toute autonomie. De la même façon qu'on a le conseil d'accompagnement en amont, en aval, nous avons prévu ce qui peut être bien après avoir créé des places de stationnement, c'est un peu de formation à la mobilité à vélo, avec l'ambition de former 7000 usagers sur l'usage de leur vélo pour s'y remettre. Là aussi, cela portera sur un certain nombre de cibles, pas forcément les 6 cibles qu'on a pu voir tout à l'heure avec Flavien, mais les collèges, les lycées, l'habitat social, les espaces pour les livreurs à vélo, et je vous délivre déjà une nouveauté, pourront bénéficier de cette formation à la mobilité à vélo. On aura un peu plus de détails juste après. Les cibles du programme Alvéole+, vous avez déjà vu qu'il y en avait 6. Les plus férus ont peut-être déjà remarqué que certaines étaient reconduites, comme les espaces et sites publics, l'habitat social, les gares et pôles d'intermodalité, les écoles et l'établissement d'enseignement, et viennent s'ajouter à ces 4-là 2 petits nouveaux, les espaces pour les livreurs à vélo et les copropriétés privées à usage d'habitation. C'est l'élément privé, j'ai envie de dire, qui vient s'ajouter à tous ces sites publics ou collectifs. Détaillons un petit peu le service stationnement. En matière de stationnement, les équipements qui seront éligibles, vous les voyez à l'écran. On parle d'équipements principaux qui vont être de 3 types. Les consignes, sécurisées, fermées, les abris couverts, donc les arceaux de fixation pour les vélos et le toit, ou des arceaux dans un site fermé sécurisé. Les équipements complémentaires sont également éligibles, donc vous en voyez un certain nombre, comme de l'outillage en self-service, des gonfleurs, des vestiaires. Tout ça sera possible, on le redétaillera également, s'il y a eu d'abord investissement dans des consignes, des abris ou des attaches. Ça ne peut être que complémentaire. Et vous notez le petit astérisque avec la remarque sur la question qui avait été posée tout à l'heure. Les bornes de recharge pour les vélos électriques font partie de ces équipements complémentaires et peuvent bénéficier également d'un financement. Bien sûr, le stationnement est soumis à un certain nombre de critères d'éligibilité. Je ne détaillerai pas l'ensemble de ces points, mais ils existent. Ils doivent être sécurisants, stabilisant le vélo, fixés au mur, pratiques ergonomiques, compatibles, résistants. Les pince-roues ne sont pas admis, ne sont pas éligibles. D'une façon un petit peu plus large, il est demandé également au stationnement d'être visible et signalé, proche de la destination, accessible à vélo par des pentes raisonnables, séparé des véhicules motorisés pour la sécurité, sécurisé, spacieux et fonctionnel, éclairé, abrité. En ce qui concerne le cofinancement, donc vous voyez ici comment vont être cofinancés ces différents types de stationnement. Donc vous retrouvez les 3 types, consignes, abris couverts, attaches. Il y a des minimums en nombre d'emplacements. Donc concernant les consignes et pour toutes les cibles, c'est un minimum de 6 emplacements. Pour la copropriété, ce sera 4. Pour les abris couverts, ils doivent comporter, donc excepté pour les copropriétés où ce sera 4 emplacements, pour les autres cibles, ce seront 8 emplacements. On est bien d'accord que quand on regarde un arceau sur lequel on vient appuyer le vélo, il y a 2 emplacements. Donc quand je dis copropriété 4, c'est donc 2 arches métalliques sur lesquelles on peut venir appuyer 4 vélos. Des attaches. Pour la copropriété, le minimum, ce sera 4. Et concernant les autres cibles, ce sera 8. Ces minimums sont là aussi pour éviter d'essaimer, mais de créer des regroupements de stationnement. Les assiettes de prise en charge, elles sont à 2 niveaux. Le cas général, c'est 40% de l'investissement. Donc, effectivement, le dispositif précédent était à 60%. Cette fois-ci, il est à 40%. Excepté
pour les ZFE, zones à faible émission, où il sera à 50%. Il y a également un montant maximal de prise en charge par emplacement et vous en avez les montants par type de stationnement, 80 € pour une attache, 650 € pour un abri couvert, 1200 € pour une consigne. On parle bien d'un emplacement. Donc, si vous avez créé une consigne pour une copropriété à 4 emplacements, le plafond de prise en charge est à 4 800 €, qu'on soit bien d'accord. En matière de fournisseurs qui vous sont proposés, le site, la plateforme vous propose un panel de prestataires dans son catalogue, dans le catalogue Alvéole+, mais il est possible de faire référencer tout au long du programme des fournisseurs avec leurs solutions. C'est tout à fait possible. Je vous ai représenté ici 2 exemples de financement type pour un projet qui serait en ZFE, donc pour une consigne sécurisée dans un lieu public. Donc, on est d'accord que s'agissant d'une ZFE, il y a une prise en charge du programme à hauteur de 50%. Donc, imaginons un montant d'investissement pour votre projet qui soit devisé à 40 500 € pour 26 emplacements. Ces 26 emplacements donc, représentent un montant maximal de prise en charge de 26 fois 1200 €, vu qu'on est dans une consigne sécurisée, soit un montant plafond de 31 200 €. La prime estimée, s'agissant d'une ZFE, est à 50% de votre devis, de votre investissement. Et donc, de 20 250, on est inférieur au plafond. Donc, la participation d'Alvéole+, son financement, sera de 20 250 €. Vous avez un autre exemple à côté où on a un budget un peu plus important pour un même nombre d'emplacements, donc un même plafond de 31 200 €. Cette fois-ci, on prend 50%, 75 000, 37 500, on est au-dessus du plafond. C'est donc un cofinancement à hauteur du plafond qui sera fait, donc 31 200 €. J'espère que ce sera clair pour tout le monde. Là, on va parler du service conseil qui est possible en amont du service stationnement. L'idée, c'est d'accompagner les bénéficiaires qui sont peut-être moins férus en matière d'installation de stationnement, qui n'ont pas encore eu l'occasion avec Alvéole ou Alvéole 2 de mettre en place du stationnement. Donc, l'idée, c'est de les accompagner, de les aider. Ce sera possible pour un projet par collectivité ou un syndic de copropriété qui sera accompagné, qui souhaitera faire du stationnement avec Alvéole+. 2 formes d'accompagnement sont possibles, vous verrez, soit un accompagnement plus accéléré et un autre qui sera un petit peu plus complet. Dans tous les cas, c'est 100% de l'accompagnement qui est pris en charge. Par contre, le conseiller qui vient vous aider là-dedans, le choix est aléatoire. Comment se passent ces accompagnements? Bien, vous voyez ici les différents bénéficiaires qu'on a vus tout à l'heure, espace site public, habitat social, gare et pôle intermodalité, etc. Tous, à partir du moment où on est dans des espaces où on est à moins de 20 000 habitants, peuvent bénéficier d'un accompagnement essentiel. Par contre, l'accompagnement approfondi sera réservé aux écoles établissements d'enseignement, aux espaces pour les livreurs à vélo, aux copropriétés privées à usage d'habitation. En quoi consistent ces types d'accompagnement? Donc, on a un accompagnement de type essentiel ou express, où là, un consultant vous sera dédié pour une durée d'une journée complète, soit un montant d'environ 650 € pour vous accompagner à bien définir votre projet, à sélectionner une solution d'aménagement. Il vous fera un compte-rendu et vous disposerez de cette base pour poursuivre votre démarche avec Alvéole+, notamment dans le choix des prestataires dans le catalogue. Il peut y avoir un accompagnement approfondi. Vous avez vu avec quel type de cible cela pouvait concerner. Bien là, vous êtes un peu plus assisté en fait, et dans ce cas, vous bénéficiez de 4 jours
maximum d'accompagnement. On a vu l'aval. L'amont, c'est la formation. Donc, ça peut être intéressant à l'issue d'un projet d'installation de stationnement à Alvéole+, de mener un peu de formation à la mobilité à vélo. Vous avez vu qu'on a l'ambition de former 7000 usagers avec Alvéole+. Ça va concerner collège, lycée et habitat social. Et dans ce cas-là, on y consacre des sessions de 12 heures, une session de 12 heures de formation à l'usage du vélo. Il est prévu 10 heures de préparation, en plus de ces 12 heures, les 12 heures étant le côté opérationnel de cette formation. De la même façon, il est prévu également pour la cyclo-logistique une assistance en termes de formation avec des sessions de 4 heures, de 4 personnes maximales, avec là aussi 10 heures de préparation. Voilà, je vous ai laissé mes coordonnées. Je vous laisse prendre le temps de les noter. N'hésitez pas à m'appeler si vous aviez d'autres questions que celles qu'on va voir maintenant dans le déroulé du chat. Je suis à votre disposition pour y répondre. Moi ou Pierre de Serroux ou Eva qui font partie de l'équipe. Je suis encore récent à la FUP, je n'ai pas forcément les réponses à tout, mais je m'efforcerai d'apporter la réponse nécessaire. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Max, pour ta présentation très claire, très, très synthétique. Il y a déjà pas mal de questions dans le chat, hein, mais juste, oui, avant de donner la parole à Marie pour les remontées du chat, simplement dire qu'effectivement, donc, on a eu des informations précises sur les taux de subventionnement et les montants de subventions que vous pouvez avoir. Il y a aussi la question des ratios des coûts de stationnement vélo. Et là, justement, Marie vous a mis dans le chat le guide du Club des villes et territoires cyclables et marchables sur le coût des politiques vélo qui donne des ratios en termes de stationnement. Et puis aussi, je pense que l'étude de l'ADEME aussi qui vous a été mis dans le chat en tout début de webinaire aussi donne des infos, des ratios moyens pour évaluer le coût de stationnement vélo. Voilà, je donne tout de suite la parole à Marie pour d'éventuelles questions. Alors, des questions, il y en a plein, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, les consignes sécurisées pour un vélo type Cocoon d'Altinova ne peuvent pas être financées pour l'interrogation, car uniquement 4 emplacements. Alors, on a vu qu'il y avait un nombre minimum d'emplacements. Alors, 4 emplacements, ce peut être possible sur les copropriétés privées, mais effectivement, pour les autres bénéficiaires, c'est soit 6 emplacements, soit 8 emplacements. Alors, je ne connais pas précisément le Cocoon d'Altinova. S'il ne comprend que 4 emplacements, par contre, est-ce qu'on peut imaginer d'en avoir 2 l'un à côté de l'autre? Encore une fois, je ne connais pas bien le matériel. Je veux bien porter la réponse à celui qui pose la question. Attendez, ultérieurement, je veux dire. Hein. Mais là, je ne sais pas. Très bien. Pouvez-vous indiquer si les panneaux solaires, ça c'est une question, et effectivement, si les panneaux solaires prévus au-dessus des abris vélos sont éligibles à la subvention Alvéole+, sinon faut-il faire un devis à part? Alors, je crois que ça n'est pas prévu. Je crois avoir vu, alors je ne l'ai peut-être pas montré dans la présentation, j'ai dû le masquer parce que ça faisait beaucoup à présenter. Ouais, je vous confirme, je l'ai enlevé. Alors, par contre, je peux le lire et je vois que les panneaux photovoltaïques ne sont pas compris a priori. Ce n'est pas pris en charge. Les bornes de recharge, oui, mais les panneaux photovoltaïques ne seraient pas prévus, ne sont pas prévus. Après, effectivement, peut-être une question c'est une question de Claire Savage qu'elle pourra poser, c'est de savoir dans le cas où eux, ils achètent effectivement un stationnement avec un panneau solaire, est-ce que le reste quand même est financé par Alvéole ou est-ce que si le devis peut être distinct entre les panneaux solaires? Je pense que oui, on peut très bien le prendre, ou il suffit à la limite peut-être de faire 2 devis, parce qu'effectivement, ceux qui ont l'habitude d'Alvéole, c'est qu'il faut charger un moment vos devis, il faut charger vos factures également. Le plus simple est d'avoir un devis séparé pour qu'il y ait correspondance et qu'il y ait moins de soucis d'interprétation. D'accord.
Autre question, est-ce que l'autoconstruction peut permettre de prendre en charge une partie des matériaux par les services techniques? L'autoconstruction par les services techniques, enfin la pose. L'autoconstruction, donc par les services techniques, peut permettre de prendre en charge une partie des matériaux. Très bonne question. Est-ce que l'autoconstruction, a priori, j'ai presque envie de dire plutôt non, vu que pour que les dépenses puissent être prises en charge, il faut que les prestataires aient été sélectionnés dans le catalogue que propose Alvéole+. Alors, on a la possibilité, vous avez la possibilité de faire référencer en leur demandant de s'inscrire sur la plateforme des prestataires qui ne seraient pas présents. Mais en autoconstruction, encore une fois, c'est une bonne question, mais je ne pense pas que ce puisse être pris en charge. Ça permettra d'alimenter la foire aux questions du programme. Oui, tout à fait. Est-ce que l'accompagnement est cumulable avec le financement d'abri vélo? Je ne connais pas, moi, ce financement abri vélo. Là, j'avoue que je ne comprends pas la question, vu qu'on finance des abris vélo. Donc, ou de quel autre financement parle-t-on? Si Isabelle Catherine, vous pouvez préciser votre question dans le chat. En attendant, comment fonctionne le financement des formations? C'est un peu compliqué. Là, je pense qu'il faudra se rendre sur le site pour avoir tous les détails. Je vous ai donné là quelques informations a priori. Je n'en ai pas encore beaucoup plus que ça, malheureusement. Attendez, j'ai recoupé un... Donc pour l'instant... Alors, juste ce que je peux dire au niveau du financement des formations, c'est comme l'accompagnement qui est fait en aval, les formations qui sont faites en amont, la formation qui est faite en aval, est complètement prise en charge à 100% par le programme Alvéole+. D'accord. C'est peut-être une question de quelle est la procédure exactement pour pouvoir obtenir ce financement. Tout ça est détaillé tout ça sera détaillé dans la plateforme. Là aussi, je pense que des prestataires sont proposés et sont référencés par le catalogue Alvéole+. D'accord. Ensuite, on a une question. Peut-on financer avec Alvéole plusieurs projets, c'est-à-dire sur différents sites? Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Oui, est-ce que la formation peut se faire à destination des agents de la collectivité? Je vous ai précisé quels pouvaient être les destinataires des formations. Donc, il faudrait que je le reprenne. Je ne le connais pas encore par cœur. Mais s'agissant des techniciens de la collectivité, je ne pense pas. Si on reprend bien le libellé, on avait les collèges, lycées, habitat social et espace pour les livreurs à vélo. Donc, a priori, les personnels ne font pas partie des personnes retenues. Là, par contre, j'invite la personne qui posait la question à se pencher sur le programme Objectif Employeur Pro Vélo, qui, lui, permet, et je dirais même stimule, la formation des salariés et donc la prise en charge d'une partie du financement de leur formation. Très bien. Je vais conclure sur 2 questions et après je te laisserai répondre Max directement dans le chat. Une question très rapide, c'est est-ce que les DOM sont concernés par le programme et est-ce que les montants sont identiques? Je n'ai pas ce détail. D'accord. Donc pareil à rajouter dans la foire aux questions. Et la dernière question, c'est comment allez-vous trier les demandes? Est-ce que ce sont les premiers demandeurs, premiers servis en fonction des... Il n'y a pas de... Oui, on prend les demandes dans l'ordre où elles vont arriver, et elles vont être traitées, toutes, j'espère, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement du budget et du nombre de places objectivées. Très bien. Je te laisse répondre aux questions. Il reste 2-3 questions, mais au vu du timing, on va continuer avec les présentations. Donc, si tu peux répondre directement aux personnes qui ont posé des questions, il en reste 2-3 qui ont précisé leurs questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Max. On voit avec le foisonnement des questions
y a quand même un fort intérêt pour ce programme et que Max va être bien occupé dans les prochains mois, pas trop de doutes là-dessus. Je vous propose de passer à notre deuxième témoignage, deuxième retour d'expérience. Alors, on retourne en Alsace, hein, c'est le hasard de la programmation, avec Dominique Collin de la ville de Kingersheim qui va nous raconter l'histoire des stationnements vélos financés par le programme Alvéole. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend très bien, Dominique. Parfait. Bonjour, merci, bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors donc Kingersheim, ville 13 000 habitants, sud Alsace, c'est dans l'agglomération de Mulhouse, M2A. Voilà, je vais faire mon partage d'écran. Ça fonctionne? C'est parfait, Dominique, on voit très bien. Ok, super. Voilà. Donc, le partage d'expérience sur la mise en œuvre de places de stationnement vélo dans le cadre du dispositif Alvéole. Avec un petit mot de contexte sur Kingersheim. Kingersheim s'est engagé dès 2015 dans le label Citergy, qui est piloté par l'ADEME en France, qui est devenu depuis peu le label Territoire engagé climat et énergie. Et moi, j'ai été nommé chef de projet Citergy en 2018. Et on a démarré immédiatement un conseil participatif citoyen autour de la question du vélo, de la mobilité, enfin, principalement pour développer le vélo dans la ville, et qui a démarré immédiatement en décembre 2018 avec la venue avec la constitution d'un groupe qui était constitué tout de suite au début de plus de 80 personnes, et avec plusieurs réunions pour lancer le conseil participatif officiellement le 10 janvier lors de la venue de Olivier Rasmont à Kingersheim. Voilà, donc depuis 2018, le conseil participatif s'est réuni plus de 40 fois, ainsi que les comités techniques. La création d'une identité King Vélo, d'une charte d'engagement pour les habitants avec un certain nombre de fanions accrochés sur des vélos, d'autocollants et de choses comme ça pour rendre visible la communauté. Organisation d'événements et de partenariats, donc soit des événements qu'on pilote nous-mêmes avec le CP Vélo, soit on se raccroche à des événements existants faits par des associations et autres pour y mettre la dynamique vélo. Opération de comptage, opération de sensibilisation avec un petit parc de matériel, remorque point info, remorque de transport, vélo cargo et parc de petits vélos rigolos pour créer de l'animation. Identification, un gros travail qui a été fait de 130 points noirs sur la ville, participation des citoyennes et état des lieux du stationnement vélo. État des lieux du stationnement vélo qui nous concerne. Alors pourquoi je parle de mise en contexte? Parce que le fait qu'il y ait un groupe de citoyens qui sont impliqués dans ces démarches-là fait que ça rend aussi beaucoup de choses possibles dans les choix, ça aide au niveau des choix politiques. Vous voyez sur la photo à gauche la tenue d'un conseil participatif avec un système de vote avec des cartons blancs ou rouges selon l'avis des participants. Donc, le programme Alvéole, j'ai indiqué une formidable opportunité. Donc, la première étape pour moi, ça a été avec le conseil participatif, c'est comment je saisis cette opportunité et comment je fais remonter un projet pour convaincre les élus, le maire et la direction. Le point fort, c'est le fait qu'effectivement, il y a l'accompagnement d'un certain nombre de citoyens. C'est la qualité du cahier des charges Alvéole, simple, précis. En une page, on a les critères des stationnements, de ce qui est éligible, etc. Donc, et on a accès à des interlocuteurs. C'est vraiment, c'est un dispositif simple pour les personnes qui auraient piloté d'autres dispositifs comme les fonds européens. On peut s'y opposer, quoi. Donc, ça a son importance d'avoir des dispositifs de financement simples. Et c'est aussi un financement qui est important, puisqu'on était à 60% du montant hors taxe, 50% du TTC en fait. Et ça, c'est un point clé. On a parfois du mal à se mobiliser sur des subventions jusqu'à 20%. Ça reste compliqué parfois de mobiliser beaucoup de temps. À 50%, là, on commence c'est vraiment de meilleures opportunités.
Voilà, donc vous voyez quelques illustrations d'un départ de Vélorussion, d'animation et puis d'intervention du CP Vélo dans le cadre d'actions autour des journées citoyennes. C'est aussi intéressant parce qu'il y a eu des résultats aussi en interne sur les participations aux défis au boulot j'y vais à vélo avec une assez bonne mobilisation des agents et donc ça aide aussi à favoriser les démarches. Alors, dans le conseil participatif a fait un gros travail, je disais tout à l'heure, d'identifier au niveau des bâtiments publics, donc salles de sport, bâtiments culturels, mairies, toutes les écoles, il y a 5 groupes scolaires à Kingersheim, on est sur 13 000 habitants. On a été identifié, photographié ce qui existait, analyse critique de ce qui existe et voir aussi, discussion aussi, rencontre avec les enseignants, les directeurs d'école pour voir un petit peu quelle était eux leur appréhension de la fréquentation et quels étaient leurs besoins, à quel endroit ils imaginaient des arceaux supplémentaires. Et donc il y a un lien à faire avec les utilisateurs et un lien à faire également avec les services municipaux. Avec les utilisateurs, si on positionne des arceaux à vélo, des stationnements qui sont pas au bon endroit, qui vont pas être utilisés, qui vont pas arranger les enseignants par exemple, qui vont pas arranger le public qui vient voir un spectacle, c'est important d'être bien au point là-dessus et que les utilisateurs partagent les choix qui sont faits. Ça aide aussi au développement de l'usage. Le lien avec les services municipaux, hein, donc les services en lien avec les différents utilisateurs. C'est aussi les services techniques, puisqu'on va faire des implantations de la voirie ou dans les bâtiments municipaux, enfin, et des écoles, par exemple. Et évidemment, c'est aussi le lien avec la police municipale pour faire valider tous les emplacements. Et eux aussi les policiers municipaux connaissent bien aussi le comportement des gens, des parents, notamment aux abords des écoles, etc. Et peuvent aussi être source d'informations vraiment intéressantes. Voilà, donc là, vous avez l'exemple aussi de l'école du village des enfants avec un plan d'ensemble et la position des différents modèles prévus et puis des photos également de l'existant et de là où vont être installés les arceaux vélos. Voilà, les chiffres, c'est 356 places de parking qui ont été installées. Alors, un arceau Winborn égale 2 places de parking, le plus souvent. 16 places couvertes, 16 places sécurisées, donc couvertes et sécurisées, et 72 mobiles. Vous le voyez en bas à droite, ce sont les Altao mobiles de chez Altinova, qui sont des éléments qu'on met vraiment sur les manifestations, en fait, sur les événements, sur les animations. Un investissement d'environ 62 574 €, et dont à la charge de la ville, 50%, 31 287. C'est assez énorme, ce nombre de places qu'on a pu installer. Ça a été vraiment, il y a eu un beau retour, un beau positionnement du maire là-dessus en disant, voilà, on n'a pas raté l'opportunité, on a mis l'argent qu'il fallait, et du coup, on est arrivé à ce résultat. Il n'y a plus de besoin chez nous au niveau des bâtiments publics, et vous le disiez très justement tout à l'heure, si ce n'est des parkings sécurisés. Les arceaux seuls comme ça ne suffisent pas. Vous voyez quand même qu'au niveau de notre salle des fêtes, les arceaux roses en bas de la page, c'est la salle des fêtes de Kingersheim qui fait pratiquement 500 places. Et donc, j'avais vraiment à cœur de positionner les arceaux au plus proche de l'entrée. Ça, c'est aussi à un moment donné des négociations qu'il faut avoir avec les services techniques, les gestionnaires de salle, la police, parce que c'est pas forcément là, d'entrée de jeu, que les services municipaux accepteraient de poser les arceaux. Voilà. Encore sur le dispositif complémentaire qui était les coups de pouce, c'était les coups de pouce remise en selle qu'on a pu faire lors du premier événement organisé par CP Vélo, qui est le King Vélo Festival, qui a eu lieu en octobre 2021. Et puis, c'est également, vous voyez, sur les réparations, là, on a communiqué, j'ai également contacté tout de suite le magasin de sport
et sur Kingersheim qui est le seul pour vraiment l'informer de la chose et les motiver à tout de suite enclencher les réparations, enfin, à rentrer dans le dispositif. Voilà, donc j'ai pu voir le bilan en 4 réparations sur Kingersheim. Voilà, je vous remercie. J'ai fait ça de façon c'est assez court, mais je suis à votre disposition si vous avez un certain nombre de questions. Et j'ai un budget qui sera disponible plus complet sur le prix des bornes, les fournisseurs avec lesquels j'ai travaillé, etc. Je voulais aussi quand même parler d'un point de vigilance qui était quand même par rapport aux fournisseurs. Hein. Tous les fournisseurs ne travaillent pas de la même façon, hein. Même certains qui ont pignon sur rue. Donc c'est important de le savoir aussi, hein, sur les abris vélos, surtout que là, dans le nouveau dispositif, on va parler d'abris vélos sécurisés, sans doute éclairés. Ça veut dire sur les portes qui vont se refermer automatiquement, c'est peut-être une barre anti-panique, c'est un éclairage avec la protection qui va bien, l'éclairage de secours, etc. Et ça, tout le monde n'a pas encore le réflexe, hein. Il y a aussi des entreprises qui sont rentrées par opportunité dans le dispositif et qui sont peut-être pas allés au bout de ce que sont les normes, etc. Et ça, si le cahier des charges pouvait travailler sur ce point-là, enfin, je sais que moi j'ai eu des difficultés sur ce point-là, donc ça peut être intéressant de le préciser dans le cahier des charges. Voilà, même sur un abri vélo extérieur comme ça qui est positionné près d'un parc, etc. Est-ce que ce sont bien les normes du bâtiment qui s'appliquent, notamment en matière de sécurité électrique? Merci beaucoup, Dominique, pour le partage de cette expérience, pour le partage des données et des points de vigilance, hein, qui seront sans doute très, très utiles à tous nos participants. Je me tourne maintenant vers Marie. Est-ce qu'il y a des questions à remonter dans le fil de discussion? Je pense que la conclusion est intéressante. Justement, il y a une question qui rebondit sur ce point en particulier et dont d'ailleurs d'autres bénéficiaires d'Alvéole, le premier programme, peuvent également rebondir dans le chat. La question, c'est est-ce que les fournisseurs étaient en capacité de suivre le rythme, car cela a dû concentrer les commandes à l'échelle nationale. Et donc effectivement, est-ce que vous avez eu des retards et des délais à prévoir? D'autres bénéficiaires peuvent également parler de leur expérience sur ça ou en général sur le programme Alvéole dans la discussion. Dominique? Pardon. Excusez-moi. Non, aucun problème. La question, c'était de savoir est-ce que les fournisseurs étaient en capacité de suivre le rythme, étant donné qu'il y a eu le... Non, on a eu plusieurs mois de retard. On a eu plusieurs mois de retard avec, heureusement, on était encore dans les délais puisque c'était tout au début, mais sur les 2 abris vélos sécurisés, dont j'ai oublié de vous mettre une photo parce qu'ils sont assez jolis, il y a eu vraiment des mois de retard. Après, là, maintenant... Oui, voilà, exactement. Il y a eu le premier programme Alvéole. Maintenant, les fournisseurs sont plus informés, donc les retards du départ. Alors, une information aussi, moi j'ai sur la deuxième vague d'installation d'arceaux, enfin sur Alvéole coup de pouce, là, quand on a démarré, j'ai travaillé avec un fournisseur local, je suis allé le voir, j'ai demandé s'il était en mesure de fabriquer des arceaux. Moi je lui ai donné un cahier des charges, j'ai donné le cahier des charges qui est accessible à tout le monde, et puis je lui ai demandé j'ai proposé de répondre il a été consulté pour l'appel d'offres et il a remporté effectivement l'installation des arceaux. Ça m'a évité de les faire traverser toute la France. Donc, c'est intéressant parce que regardez aussi près de chez vous. Alors, pour des abris vélos, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Vous avez peut-être des menuisiers, des charpentiers dans le secteur. Et ça peut allier l'efficacité et l'esthétique et le local. Et en même temps, sur les arceaux vélos, sur le métal, enfin, c'est à peu près n'importe quel serrurier métallier est capable d'en fabriquer. D'accord. Effectivement, c'est une bonne idée. Il y a une deuxième question. N'étant pas AOM, sur la base de quelles compétences agissez-vous dans le domaine de la mobilité sur cette action? Alors, il y avait une opportunité, donc on a posé les dossiers, on a prévu des budgets, puis on a posé tous les arceaux. Très bien, il n'y avait pas une... Et pour les arceaux à venir, normalement, sur la compétence mobilité, c'est plutôt l'agglomération qui nous fournit des arceaux, mais jamais ils ne nous en auraient fourni plus de 50, quoi.
D'ailleurs, dans le dispositif, on le voit dans le tableau, sur les 350 arceaux dont j'ai parlé, il y en a 60 venus de l'agglomération que nous avons posés nous, mais qui nous ont été fournis par l'agglomération, dans le cadre du même dispositif. D'accord, très bien. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, mais n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions à proposer, vous pouvez directement le mettre dans le fil de discussion. Et Dominique se fera un plaisir d'y répondre. On va enchaîner directement sur un nouveau petit quiz et une introduction par Flavien Lopez. Merci bien. Merci à vous, Dominique. Merci Marie, merci Dominique. Donc, je viens de vous mettre dans le quiz le lien vers, dans le chat, pardon, le lien vers le troisième quiz. On avait 80% d'entre vous qui ont participé au dernier. On va essayer de faire aussi bien cette fois-ci. C'est un quiz de 3 questions et ça permettra de faire le lien avec une courte présentation de ma part ainsi qu'un témoignage de Guillaume Piard, directeur des espaces publics à Lons-le-Saunier. Et petit challenge pour vous, c'est de faire mieux que lorsqu'on avait déjà un précédent webinaire utilisé certaines des questions de ce quiz où vous aviez été près de 60% à répondre correctement aux questions sur la neutralisation du stationnement 5 mètres en amont des passages piétons. Voilà, je vous laisse répondre au quiz et je reprends la parole d'ici 2 petites minutes. Bien, je surveille. Vous êtes un certain nombre à avoir terminé, mais la plupart d'entre vous en sont encore à la deuxième question. On va prendre quelques petites secondes. Bien, la plupart d'entre vous ayant terminé, je vais me permettre de commencer la correction parce qu'on a encore quelques minutes à vous consacrer après en matière de présentation. Et je vais corriger rapidement, ça fera le lien avec ce que vais vous présenter par la suite. Et ensuite, on ira très vite au témoignage de Guillaume Piard. La première question, elle portait sur la suppression du stationnement motorisé dans les 5 mètres en amont des passages piétons. Il s'agit d'une recommandation historique du CEREMA dans laquelle d'ailleurs nous on apporte des modulations, c'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement des passages piétons mais des traversées piétonnes et on peut aller de 5 à 10 mètres. Mais la loi d'orientation des mobilités a tranché pour ce qui est de nature réglementaire et elle a dit que c'est eh bien, de dégager cet espace avant le 31 décembre 2026 et avant cette échéance, à chaque fois qu'on réaménage un passage piéton. Mais le 31 décembre 2026, eh bien là, ce sera obligatoire d'avoir tout mis en conformité et c'est une opportunité qui peut permettre de dégager du stationnement pour les engins de déplacement personnel motorisés et les vélos. Voilà.
La deuxième question, elle permettait de vous montrer que le stationnement vélo n'était pas la seule solution technique, la seule possibilité d'occupation de cet espace. En fait, dans la fiche CEREMA qui est dédiée à cette thématique, eh bien, on montre que, en fonction de vos enjeux, il y a plusieurs possibilités, des espaces verts, des assises éventuellement, mais en tout cas, la LOM précise bien que ce ne peut plus être occupé par du stationnement motorisé. Voilà, parce qu'en termes de visibilité mutuelle des usagers et visibilité des piétons par les automobilistes, c'est des situations qui sont vraiment pas favorables du tout. La dernière question, elle portait sur l'interdistance qu'on doit donner entre deux arceaux vélos. La réponse au quiz, c'était 0,75 cm. Après, je vais revenir sur ça très rapidement par la suite. C'est une donnée qui est fournie à titre indicatif. Il y a certaines collectivités qui ont des problèmes de pression, notamment par rapport à l'utilisation de ces arceaux par des deux roues motorisées et qu'on choisit des interdistances qui sont plus faibles. Mais c'est vrai que 75 cm, ça permet quand même un certain confort pour les usagers qui viennent stationner leur vélo. Voilà, et du coup, je poursuis vraiment, vraiment brièvement sur une présentation. Voilà, ici, c'est juste pour vous rappeler que cette question du stationnement, on l'aborde dans notre cahier qui s'appelle le cahier de la voirie cyclable. Enfin, rendre sa voirie cyclable les clés de la réussite, c'est bien un des leviers pour rendre sa voirie cyclable. On l'aborde à deux titres. La question d'aller interroger le stationnement motorisé et sa pertinence sur l'espace public. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le fait de supprimer du stationnement motorisé ou de le réorganiser, c'est une opportunité qui est très importante, notamment pour créer du stationnement vélo. Et pour ce faire, souvent, on s'appuie sur un diagnostic de stationnement. On a l'occasion de réemployer des poches de stationnement, c'est-à-dire on est allé regarder où est-ce qu'il y avait des possibilités qui étaient sous-utilisées par les usagers motorisés et on cherche à réorganiser ce stationnement motorisé, ce qui permet notamment de faire de la place pour des aménagements ou pour du stationnement vélo. Et en matière de stationnement vélo, ce sont ces schémas qui sont disponibles dans notre cahier. Et ce qu'on a illustré, c'est bien pour une organisation perpendiculaire du stationnement, cette interdistance de 0,75 mètres, 75 cm. Lorsqu'on est sur une organisation différente, par exemple en épi, il y a d'autres dimensions qui sont précisées que vous retrouverez dans le cahier. Voilà, pour donner ces dimensions, nous on avait fait un travail de comparaison des pratiques locales et c'est vrai qu'il peut quand même y avoir des variations opérées sur ça. Et juste pour conclure, avant de donner la parole à Guillaume de Lons-le-Saunier, c'est la question des vélos spéciaux que pour l'instant on n'a pas traité dans les recommandations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut les oublier, mais on n'a pas de doctrine stabilisée sur ça. Par contre, notre cahier vous donne des éléments de dimensionnement de ces vélos qui se développent de plus en plus sur l'espace public. Donc voilà pour cette intro côté CEREMA qui porte sur le stationnement sur voirie. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Guillaume Piard, directeur des espaces publics à Lons-le-Saunier. Bonjour à toutes et à tous. J'espère juste que vous avez bien accès à mon écran. Pas encore, Guillaume. Par contre, on te voit et on t'entend bien. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. On va y aller. Tac. Et normalement, à présent, ça doit être mieux. Oui, c'est mieux. Par contre, si tu pouvais passer en plein écun, ce serait vraiment parfait. C'est parfait. Donc effectivement, le retour d'expérience d'une ville moyenne dans un milieu plutôt rural, vu que Lons-le-Saunier, c'est la ville-préfecture du département du Jura. On va vous présenter ce qu'on a fait et aussi ce qu'on n'a pas fait et ce qui a engendré, on va dire, des retours qui n'étaient pas dithyrambiques sur les premières expériences de neutralisation des 5 mètres en amont des passages piétons et des autres passages suggérés. Pour que, entre guillemets, vous en tirez quelques enseignements et que vous, quand vous appliquez cette règle-là dans vos communes, vous fassiez peut-être pas les mêmes erreurs que nous. Petite carte d'identité de notre ville de Lons-le-Saunier, très brièvement, c'est 70 km de voirie, 17 000 habitants, on est dans une ville préfecture du Jura. Des petites notions qui sont intéressantes parce que vous allez voir sur les réactions qu'on a eues sur cette démarche-là, on est aujourd'hui sur 6 400 places de stationnement voiture sur l'espace public. C'est un chiffre qui est assez impressionnant et qui est très important par rapport à notre strate de ville, on va dire entre 15 000 et 20 000 habitants. Et on a répertorié environ actuellement 200 arceaux vélos.
La carte, là, elle n'est pas neutre. On est aussi dans une démarche actuelle, après 30 ans d'aménagement d'une ville tout voiture, on va dire. On a depuis 2 ans une nouvelle équipe d'élus qui nous oriente sur des aménagements différents, par chance, et vers le cap un petit peu de la ville apaisée qu'on espère mettre en place là, d'ici la fin de l'année. Et qui rentrait aussi, on va dire, dans notre organisation des services, dans l'idée d'aller assez vite sur la neutralisation des 5 mètres en amont des passages piétons. Parce que dans ma position, on est souvent sur des projets à long terme, des projets coûteux. Et là, pour une fois, j'avais l'impression qu'on avait l'occasion, on va dire, d'agir vite. Alors, j'espérais vite et bien. On verra que ce n'était pas forcément vite et bien. Mais qu'au moins, là, on avait une action concrète qui allait être rapide et facilement mise en œuvre par nos équipes. Mais on va le voir qu'il ne faudra pas oublier, malgré tout, sur cette action de communiquer, sans quoi on va au-devant de quelques problèmes. Quelques photos pour juste vous immerger un petit peu dans l'ambiance, on va dire, de la ville de Lons, pour que vous imaginiez un petit peu sur quels sont nos types d'aménagement et quelles sont nos problématiques actuelles, avec des rues très différentes, avec un vieux centre-ville plutôt joli, mais aujourd'hui, vous le voyez, qui est totalement pollué par le stationnement automobile en surface. On arrive doucement à interroger, justement dans le cadre de la ville apaisée, parce que c'est tous des secteurs qui vont passer en zone de rencontre. Et une des règles de la zone de rencontre, c'est effectivement d'éviter la prédominance du stationnement en surface. Donc, on réinterroge maintenant un petit peu la pertinence de ces stationnements-là. On est en plein dans le sujet de l'attractivité commerciale et de la capacité de stationnement. Donc, on sait que ça va prendre un petit peu de temps et un petit peu de pédagogie pour expliquer que des voitures qui ne font que passer dans l'Ons, mais qui ne s'arrêtent pas, n'ont aucun bénéfice, on va dire, pour le chiffre d'affaires de nos commerçants, et que justement, en rendant un peu plus attractif notre ville, on puisse justement maintenir notre attractivité du centre-ville, voire même la développer. Quelques rues quand même qui justement font l'objet d'aménagements récents, où on change un petit peu de paradigme, on arrête un petit peu avec les rues de 9 mètres de large, avec un stationnement longitudinal, voire 2, avec des choses un peu plus qualitatives, un peu plus apaisées, un peu plus étroites, et qui du coup répondent, je pense, un peu plus aussi aux problématiques qu'on a dans le secteur. Comme je vous le disais, on a eu du coup ce souhait depuis presque 2 ans de développer l'offre de stationnement vélo qui s'intègre dans une stratégie un peu plus globale du développement des aménagements vélo, de la pédagogie liée au vélo. On est aussi territoire lauréat sur Avélo 2. On a depuis peu un chargé de mission spécifique sur les mobilités actives. Voilà, on a une vraie dynamique, on va dire, vélo-piéton. On avait en plus la connaissance de la loi LOM qui me semblait être quelque chose de super intéressant. Donc, on s'est dit début 2022, c'est très simple. On va recenser l'ensemble de nos passages piétons. On avait ces éléments-là. On va en sortir les 10% qui, de façon arbitraire, on estimait les plus dangereuses, c'est-à-dire qu'avec des masques de visibilité qui étaient clairement liés au stationnement automobile, très souvent en longitudinal et quelquefois aussi en épi ou en bataille. Et sur ces stationnements-là, tout simplement, comme préconisé par le CEREMA, on va installer des arceaux vélos, on va dire, pour rejoindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'en plus de neutraliser, on va dire, la visibilité sur les 5 mètres en amont du passage piéton, on va développer l'offre de stationnement vélo qui, dans beaucoup de secteurs de la ville, est toujours d'ailleurs déficient. À ce titre, je suis très admiratif là, de ce qui a été fait à Kingersheim. Quand je vois le nombre d'arceaux vélos qu'ils ont mis par rapport au coût que ça leur a coûté, il y a une efficience qui est super intéressante. Et c'est aussi très, très instructif pour nous, ville de 17 000 habitants. Donc voilà, une fois ce recensement fait à la fois des passages piétons et des passages piétons à risque, un peu de façon cavalière, on a supprimé une place de stationnement, les places de stationnement pour y mettre des arceaux vélos, en estimant qu'on était entre guillemets dans notre droit, qu'on faisait simplement, on était un petit peu en avance par rapport au respect de la loi sur le 31 décembre 2025, mais voilà, que c'était du bon sens d'agir ainsi. D'autant plus par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, là, des 6 000 places et quelques de stationnement en surface, où on a une ville qui ne souffre pas du tout d'offres de stationnement. Donc, on pensait qu'en supprimant 25 x 2, 50 places de stationnement, ça ne poserait aucun problème. Ça n'a pas été le cas. Je vous montre juste à quoi ressemblent du coup les banalisations des stationnements 5 mètres en amont des passages piétons, comme on l'a mis en place dans notre ville.
Tout à l'heure, c'était la vue avant la banalisation. Et après, on a tout simplement mis 2 arceaux vélos plutôt en épi. Alors nous, effectivement, on doit être séparé d'1,10 m conformément aux préconisations de CEREMA. Mais l'enjeu, moins que pour offrir de l'estationnement, c'était surtout de sécuriser les traversées piétonnes. Sauf qu'en fait, il n'a pas du tout été perçu comme ça par le grand public. Et ça a vraiment été perçu comme une démarche pro-vélo, anti-voiture. Et ça, justement, c'est l'écueil où je vous mets en garde, c'est-à-dire de bien communiquer sur le pourquoi et le comment de ces aménagements-là, qui peuvent paraître d'un côté succinct, facile et sans souci pour quand on est persuadé du bienfait d'une politique vélo. Par contre, pour le grand public et même pour les élus, je ne vais pas vous le cacher, ça a pu être perçu de façon un peu maladroite. Voilà un petit peu pour les représentations. Tout simplement cette photo pour montrer que, attention, là on n'est pas sur un passage piéton, mais on est sur un passage suggéré parce qu'on est justement sur une zone de circulation apaisée où on sait que le passage piéton n'est plus la norme et du coup on va sur des passages suggérés. Et c'est en prenant la photo là, pas plus tard que hier matin que je me rends compte aussi que on a supprimé un masque de visibilité qui était celui des voitures. Attention, on peut aussi aller sur d'autres masques, là typiquement les ordures ménagères, les conteneurs à ordures ménagères qui peuvent aussi avoir cette contrainte-là. Un petit bilan sur cette action. C'est une action qui nécessite d'être un petit peu comme toute, vous allez me dire, mais là c'est vrai qu'on était tellement content d'avoir un peu la possibilité de faire quelque chose concrètement, rapidement, et puis de mettre en œuvre un peu le projet politique de cette nouvelle équipe, qu'on a un peu fait abstraction de la communication et on voit que même pour des choses comme ça ne fonctionne pas. Donc vraiment une action qui nécessite d'être expliquée en amont pour être comprise par les citoyens et les citoyennes, mais aussi par les élus. Ce que j'ai apprécié, alors on va en voir un peu plus tard, une action aussi pour la sécurité des piétons. Donc bien communiquer là-dessus, ce n'est pas une action contre les voitures ou pro-vélo, c'est avant tout pour la sécurité des piétons. Alors nous, on essaye autant que faire se peut de ne pas opposer les modes de déplacement. Notre discours à Lons-le-Saunier, c'est de dire qu'on peut être à la fois piéton, à la fois cycliste, à la fois automobiliste. On essaye de plutôt dire que le problématique, c'est le différentiel de vitesse plutôt que le choix du mode de déplacement. Par contre, voilà, bien accentuer l'information, la communication sur le fait que c'est avant tout pour la sécurité des piétons en dégageant le masque de visibilité 5 mètres en amont des traversées piétonnes et que ce n'est pas uniquement pour offrir plus de stationnement aux cyclistes. Par rapport à ça, je vous encourage même à peut-être pas les faire tous avec des arceaux vélos, de peut-être varier de temps en temps avec de l'espace vert, de la jardinière ou du mobilier différent, mais justement pour peut-être un peu parfois adoucir un petit peu le message par rapport aux cyclistes. Ce qui était super intéressant sur cette action-là, malgré les écueils qu'on a eus, puis elle est loin d'être finie, parce que comme vous avez vu, on a traité aujourd'hui 10% des passages piétons, donc on a encore un gros travail à faire, mais on va dire que la démarche est enclenchée. C'est qu'on a une démarche au rapport, je pense, coût-bénéfice qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des milliers, voire des millions d'euros pour aménager une place publique ou autre. On est sur une action qui peut se faire après communication et après pédagogie, rapidement, souvent en régie par nos équipes. Donc voilà, des choses qui sont assez intéressantes. Et puis en plus de ça, nous ça tombe bien, mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans cette problématique-là, notamment par rapport au lauréat d'Avélo 2. C'est une action qui est totalement en phase avec la démarche d'apaisement, de re-questionner les usages de l'espace public et qui est aussi adaptable aux notions de passage suggéré si on veut jouer un petit peu sur les termes, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, sur tout ce qui est zone de circulation apaisée, on parle plus trop de passage piéton, mais plutôt de passage suggéré. Mais dégager le masque de visibilité, c'est aussi valable pour ces traversées-là, bien entendu. Et du coup, à retenir, c'est la méthode, ni plus ni moins, c'est bien de recenser, de définir le travail à effectuer, de bien passer par l'étape communiquée. Ça vaut aussi pour ces petites actions, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais pour ces actions qui peuvent paraître banales, mais en fait, elles ne le sont pas pour tout le monde. Et puis ensuite, de ne pas oublier de passer à l'acte, parce que c'est aussi intéressant quand on gère beaucoup de projets complexes qui sont retardés par des plans de zonage d'assainissement, retardés par des règlements de voirie ou des contraintes qu'on ne maîtrise pas, politiques ou autres, d'avoir des actions aussi rapides et efficaces qui valorisent à la fois aussi l'action des élus, le travail des services. Voilà, donc c'est aussi intéressant. Voilà un petit peu pour notre petit retour d'action à Lons-le-Saunier dans le Jura. Et je suis à votre écoute si vous avez des questions.
Un grand merci, Guillaume. Peut-être avant de passer la main à Marie, qui va te relayer d'éventuelles questions du chat, on voulait rappeler que votre témoignage est précieux puisque début d'année, on avait fait un webinaire sur les obligations pour favoriser justement le déploiement du vélo. On n'avait pas trouvé de témoignage sur les zones peu denses, donc l'Oslo-Saunier, territoire pionnier sur cette thématique, et on espère que votre expérience sera profitable aux autres lauréats qui vont se lancer. Et je me tourne du coup vers Marie pour d'éventuelles questions à Guillaume ou à moi-même sur ces questions de stationnement sur voirie. Il y a effectivement une question de Véronique Samuel sur le type de communication que vous avez utilisé auprès de la population et des élus. Quel était le programme? Alors là, on va être très honnête, et puis on va plaider un peu coupable. Elle a été plutôt nulle, la communication vraiment sur cette action précise. C'est vrai qu'on déploie pas mal de moyens sur tout ce qui est ville à 30 et apaisement de la ville, qui est quelque chose un petit peu dans les têtes depuis 2 ans, mais qui va être appliqué là d'ici le 30 novembre 2022. Et c'est vrai qu'un peu par erreur de ma part, j'ai estimé que sur cette action-là, pour pas, rendre une information trop riche, trop importante et perdre un petit peu les habitants sur l'ensemble des informations. Encore une fois, je ne sais pas où en sont culturellement les différents territoires là, qui nous écoutent, mais nous, il faut savoir qu'à Lons-le-Saunier, on n'est pas forcément en avance sur la culture vélo, et que voilà, j'ai estimé que ce n'était pas forcément nécessaire d'aller sur l'explication de ces aménagements-là que j'estimais sommaires et un peu anecdotiques. C'est clairement une erreur. Et ça veut dire que même un petit aménagement, s'il n'est pas expliqué, ça ne fonctionne pas. Ce qui est du coup une expérience très intéressante pour les collectivités de savoir la pertinence d'animer et de communiquer sur tous les aspects des politiques vélo. Alors une question qui est similaire, mais peut-être que tu y as déjà répondu, c'est: avez-vous été épaulé par les associations vélo locales pour la mise en œuvre du programme? Alors, on l'est en fait indirectement parce que tous les 6 mois, on a un conseil consultatif des usagers d'espace public où on a effectivement la grosse association Vélo Kiri des usagers de la bicyclette locale, avec aussi tous l'APF, des représentants des personnes âgées, des représentants des enfants, des représentants des malvoyants. Donc, c'est plutôt par l'intermédiaire de ce regroupement-là qu'effectivement, on entend, on va dire, les doléances de l'association de vélo. Et en plus, pour rien vous cacher, on a une des conseillères municipales de la nouvelle équipe qui est présidente de cette association. Donc, on va dire le lien, il est régulier avec cette association-là. Alors forcément, pour eux, vous devez connaître ça, on va jamais assez vite et ils ont souvent l'impression qu'on rend compliqué des choses qui pourraient être simples. Et ça va exactement dans le sens de cette démarche. Et que là, je me disais qu'il n'y avait pas de souci. C'était simplement de supprimer 40 places de stationnement, d'offrir un peu plus de stationnement vélo et puis d'aller dans la sécurité des piétons, qui est vraiment un truc qui est porté par nos élus. Et malgré tout, ça n'a pas suffi, quoi. Donc oui, un lien direct avec l'association locale et pas que, parce que tout le monde, il y a d'autres usagers qui sont représentés par le biais de ce conseil consultatif. Très bien. Merci beaucoup. C'est toutes les questions, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat pour ceux qui auraient des questions additionnelles. Je me suis permis, Marie, c'est Max de la FUB qui parle, de mettre un petit commentaire au sujet justement de la nécessaire discussion avec les populations et les élus locaux. Il existe à la FUB un programme qui s'appelle ADMA, Académie des mobilités actives, et qui se propose d'accompagner justement les collectivités, notamment dans la mise en œuvre des meilleures relations, en tout cas de la prise en compte des relations avec les usagers quand il s'agit de mettre en place des transformations. Il existe des programmes qui sont cofinancés aussi par des C2E et qui sont dispensés par l'ADMA. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci beaucoup pour cette... C'était le petit coup de pub du jour. C'est très bien. Merci beaucoup, Max. Oui, ADMA, partenaire aussi du CEREMA. Merci Marie, merci Flavien et puis Guillaume pour ces éléments stratégiques aussi qui, je pense, ne manqueront pas d'aider et d'inspirer nos lauréats. Je vous propose de passer à la dernière séquence de notre webinaire avec un petit point sur les données, avec Fabien Como de Vélo et Territoire qui nous fait l'amitié de nous rendre une petite visite dans ce webinaire pour nous présenter le nouveau standard de données sur le stationnement vélo. Bonjour Fabien, c'est à toi. Oui,
Bonjour à tous. Est-ce que mon écran s'affiche? Ça affiche parfaitement. Super. Donc voilà, je suis Fabien Commo, géomaticien à Vélo Territoire, en charge de travailler sur les données vélo. On est trois même à faire ça. Et donc juste une toute petite intervention pour parler de standards de données vélo. Donc on parle de standards, de modèles, de schémas, et en fait c'est toujours un petit peu la même chose. C'est une manière de décrire un objet lié au vélo pour ce qui nous concerne. Il y en a plusieurs, on les parcourra ensemble, mais l'objectif donc c'est bien de parler un langage commun. Et si toutes les collectivités décrivent leurs aménagements cyclables de la même manière, ou leur stationnement, ou leurs itinéraires, c'est beaucoup plus simple pour elles de travailler ensemble, notamment quand elles sont voisines, mais pas seulement, et également de suivre à l'échelle de territoire un peu macro ou national des dynamiques. Donc c'est un peu l'intérêt principal de ces démarches de standardisation de données. Ça permet également de nourrir les échanges entre les acteurs du secteur dès la création des modèles qui sont des outils qu'on co-construit avec des acteurs du secteur. C'est jamais un organisme qui propose un modèle et qui le construit toute seule. Et puis, donc une fois que la production et la diffusion de la donnée sont facilitées, la réutilisation par des applications, des observatoires comme le nôtre est facilitée aussi. Et in fine, c'est l'information usagée qui est améliorée. Donc aujourd'hui, on a 5 modèles de données sur la question du vélo. Le tout premier, que vous connaissez peut-être, qui permet d'écrire les véloroutes, donc les itinéraires cyclables dans toute leur continuité. On en a un second qui a été fait en 2020 sur les aménagements cyclables, donc qui se concentre vraiment sur la partie infrastructure, pistes cyclables, bandes cyclables. On a un troisième modèle qui traite des équipements vélos au sens des services et des équipements qui se situent au bord des itinéraires cyclables et qui permettent de proposer aux usagers en itinérance des aires de halte pour planifier leur voyage. On a donc en 2021 un nouveau modèle sur le stationnement cyclable qu'on va regarder un petit peu plus dans le détail juste après. Et enfin, le tout dernier qui a été créé, qui s'appelle Comptage Mobilité, qui est un modèle qui permet d'harmoniser la donnée de comptage, donc pas seulement pour le vélo, mais pour tous les véhicules qui passent sur les compteurs qu'on installe sous les chaussées. Rapidement, sans rentrer trop dans le détail, mais qu'est-ce qui a été intégré dans ce modèle de données sur le stationnement cyclable? Une liste de champs qu'on remplit comme un tableau, et puis un point qui permet de localiser sur une carte la position de l'aménagement du stationnement. Et parmi les champs les plus importants, donc on a un champ qui permet d'indiquer la capacité en nombre de places de stationnement de notre stationnement, un champ capacité cargo qui permet d'indiquer éventuellement le nombre de ces places-là qui est réservé au vélo cargo. Le type d'accroche avec une petite liste de valeurs possibles, roue, cadre et roue ou sans accroche. Le type de mobilier qui est associé à ce stationnement. Le type d'accès, libre ou privé ou sur abonnement. Le type de protection. Est-ce qu'il y a une couverture à ce stationnement? Est-ce qu'il est surveillé? Est-ce qu'il y a de la lumière? Et enfin, quelques champs sur le propriétaire, le gestionnaire. Et donc, on retrouve bien les champs qui permettent de faire le lien avec ce qui est imposé dans la réglementation, notamment en termes de sécurisation des stationnements. Et juste pour terminer, donc, une fois qu'on a produit ces données stationnement cyclables, l'intérêt qu'on a, c'est que Transport Data Gouv va créer ce qu'on appelle la base nationale du stationnement cyclable. Donc, sur la plateforme Transport Data Gouv, toute collectivité peut publier son jeu de données, et tous les jeux de données qui sont dans ce format-là sont référencés et sont téléchargeables facilement. Et donc, on a à la fois des jeux de données des collectivités qui sont mis sur cette base-là, et à l'échelle de la France, on a aussi un jeu de données qui est extrait d'OSM, puisque le modèle de données est totalement compatible avec OpenStreetMap, ce qui permet d'avoir une couche de données nationale et donc de faire de l'observation et de pouvoir suivre les dynamiques dans les territoires. Voilà pour une présentation très raccourcie de ce modèle de données.
On a un webinaire qui arrive très bientôt, là, le 10 novembre. Je vous mettrai le lien dans le chat juste après, auquel vous pouvez vous inscrire si vous voulez en savoir un peu plus sur ce modèle-là et sur celui des aménagements cyclables. On les présentera à nouveau en webinaire et on essaiera d'avoir des collectivités qui nous feront des retours d'expérience de leur déploiement. Voilà, merci. Un grand merci Fabien pour cette vue d'ensemble hein, sur les standards de données stationnement vélo et puis aussi pour le respect parfait du timing. Eh bien, on va pouvoir passer aux questions du chat. Je laisse la parole à Marie pour les questions et puis aussi elle enchaînera sur la conclusion du webinaire avec notamment les prochaines dates de webinaire Vélo 2. Merci beaucoup Thomas. Alors une question pour Fabien. Est-ce que les applications comme GeoVélo utilisent ces standards? Alors donc GeoVélo, ils utilisent la donnée OpenStreetMap. Donc comme je l'ai dit, le modèle est totalement compatible avec la donnée OpenStreetMap. Donc on peut prendre de la donnée OpenStreetMap, la mettre au format du modèle et la publier au nom de sa collectivité sur Transport Data Gouv par exemple. Ce qui n'est pas automatique, par contre, c'est la publication d'un jeu de données de collectivité dans OpenStreetMap, parce que voilà, la publication de données dans OpenStreetMap demande de le faire, impose de le faire un peu manuellement, et donc il n'y a pas de possibilité d'automatiser ce retour de la donnée dans OpenStreetMap. Par contre, après, libre aux contributeurs OpenStreetMap de se saisir des jeux de données qui sont publiés par les collectivités sur Transport Data Gouv notamment et de compléter la donnée OpenStreetMap. Et on sait qu'il y en a qui le font et on sait que GeoVélo notamment est également contributeur OpenStreetMap et le fait. Alors, est-ce qu'ils le font de manière systématique ou est-ce qu'il faut être sous contrat avec eux? Je ne saurais pas répondre, mais voilà, comment retrouver la donnée des aménagements cyclables dans vos applications type GeoVélo ou Komoot ou d'autres. Merci beaucoup Fabien. N'hésite vraiment pas à transmettre le lien pour le webinaire que tu mentionnais pour présenter, pour que vous puissiez également y participer. Il y a une dernière question, mais qui n'est pas à destination de Fabien, mais plutôt en général. Pourra-t-on récupérer les présentations du webinaire? Oui, nous vous enverrons toutes ces présentations. Vous y aurez accès a posteriori. J'indique également qu'il y a une question pour Monsieur Guillaume Plard, d'une personne qui pose une question de précision sur sa présentation. Pour conclure, nous vous remercions vraiment d'avoir participé à ce webinaire. On espère que vous aurez appris des choses intéressantes et que les différents éléments vont pouvoir vous servir. Notamment avec le lancement du programme Alvéole Plus qui a été annoncé du coup pour le 10 novembre dans le chat par Max Blancard. Donc vous pouvez vous préparer d'ores et déjà. Et l'importance de la communication et de l'animation sur le sujet du stationnement vélo avec les différents usages qu'on a pu étudier. Pour retenir également pour le programme, dans le cadre du programme Avélo 2, vous savez également qu'il y a des formations qui sont organisées sur comment construire votre politique cyclable, qui sont des formations organisées un peu partout en France. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines dates. Alors, je vais vous les rappeler pour ceux qui ne les auraient pas en tête. On a une formation organisée à Aix-en-Provence le 7 et 8 novembre, à Lisieux le 17 et 18 novembre, à Metz le 17 et 18 novembre, à Dol de Bretagne le 24 et 25 novembre et à Narbonne le 1er et 2 décembre. Je vous remets ça dans le chat et vous aurez encore l'information via l'Aframalist. N'hésitez pas non plus à vous inscrire pour les lauréats du deuxième relevé qui ne seraient pas encore sur l'Aframalist Avélo 2. Également pour vous annoncer, suite à ce webinaire, vous aurez un questionnaire de satisfaction pour lequel on vous demande s'il vous plaît de prendre 2-3 minutes, vraiment c'est extrêmement rapide pour y répondre. Et pour les prochains webinaires, notez bien la date du prochain qui aura lieu le 8 novembre et qui traitera cette fois-ci de la question de la mobilité des publics scolaires. Donc, je vous enverrai également le lien d'ici quelques jours. Et merci à tous pour votre présentation et votre participation. Bonne journée.